on nous avait donné comme consigne d'enlever à la baïonnette ce village de Montion que vous voyez en face de vous, avec le château et la vieille église. On nous avait dit qu'il faut enlever ça à la baïonnette. Or, nous avions 3 kilomètres de terrain à parcourir, terrain découvert avec une redoutable ligne allemande qui occupait toutes ce petit ruisseau de la Sorcière et les peupliers qui le protègent, et qui nous voyaient parfaitement bien, tandis que nous ne les voyions pas. Les Allemands avaient un uniforme qui les confondait avec la terre. Et alors nous avions cette folie sanglante, n'est-ce pas, d'avoir à prendre à la baïonnette sur un parcours de 3 kilomètres, n'est-ce pas? Vous avez peur? Peur, non. Non, on n'a pas eu peur. La peur, mais c'est un sentiment que tout homme connaît et que tout soldat connaît. Ceux qui viendront vous dire « je n'ai pas eu peur », mais ils mentent, ceux-là, n'est-ce pas? Mais est-ce que la charge à la baïonnette n'est pas un peu particulière? Est-ce que ça n'engendre pas La charge à la baïonnette, c'est spécial. L'attaque à la baïonnette est une chose barbare, sanglante. N'est-ce pas? C'est un peu l'attaque à l'arme blanche du XVe siècle. N'est-ce pas? On ne peut pas analyser le sentiment de l'homme qui se rue sur son semblable en face de lui avec une arme blanche pour lui percer la poitrine ou se l'avoir percée par son adversaire. Est-ce que vous buviez de l'alcool avant de partir à l'attaque? Oui, on nous avait nourris copieusement avec de l'alcool plus ou moins frelaté à l'éther, n'est-ce pas, qui nous remontait le moral. Et vos officiers montent à l'assaut aussi, comment? Les officiers braves, les officiers héroïques fous, n'est-ce pas? L'officier ne voulait pas se coucher. C'était un déshonneur, une sorte de déshonneur. Il avait conservé cette mentalité des Saint-Syriens partant à l'assaut avec leurs casoars et les gants blancs, n'est-ce pas? C'était pour l'officier une sorte de sentiment déshonorant que celle de se coucher à côté de son homme, alors que la suite a été tragique. Je prends l'exemple de ma compagnie, la 19e, où sur 4 officiers, 3 officiers ont été tués en l'espace d'une demi-heure, n'est-ce pas? Et les hommes, les 60 ou 80 hommes survivants qui restaient, ont été livrés absolument à eux-mêmes. Votre lieutenant, comment s'est-il comporté lors de cette attaque? Héroïquement, comme tous les officiers. Quand le capitaine est tombé, au pied de l'arbre Le Trempe, qui est à 200 mètres ici à droite, il a pris effectivement le commandement de la compagnie, a sorti son épée du fourreau, il avait le revolver au poing, il l'a rentré dans sa gaine, a sorti son épée, et s'est dressé devant nous en criant « Le capitaine est tombé, je prends le commandement, suivez-moi en avant à la baïonnette ». Nous avons donc suivi ce brave lieutenant sur quelques dizaines de mètres, mais les rafales de mitrailleuses étaient telles qu'il a fallu se coucher. Un grand nombre de mes camarades, une centaine, étaient déjà tombés morts, et une cinquantaine environ de blessés, c'est-à-dire que la compagnie était complètement saccagée. L'un des officiers venait d'être tué, après le capitaine Guérin, le commandant de la compagnie, et il restait donc le lieutenant en question qui avait pris le commandement. Il restait debout sous la rafale, quand tout à coup, après que nous lui ayons crié « Couchez-vous, nous n'avons plus de sac, mais moi non plus, je n'en ai pas », criait-il, les voyez bien, tirez, tirez, nom de Dieu! Alors nous tirions comme des mercenaires, nous avons épuisé presque toutes nos cartouches, et à ce moment, une balle est venue frapper ce pauvre lieutenant au front, et il est tombé sans un cri, dans un souffle, disant simplement « Oh mon Dieu, mes enfants !» Comment s'appelait ce lieutenant? Ce lieutenant, le pion, c'était mon lieutenant, c'était Charles Péguy. Le lieutenant Charles Péguy a été tué le 14 septembre 1914 à la tête de sa troupe qu'il conduisait à l'attaque.